Alors, bonjour, madame et monsieur. Alors, mon nom est André Brand, professeur émérite de l'Université d'Ottawa. Ce matin, c'est avec un très grand plaisir que je vous présente notre conférencier, Michel Bastarache. Alors, entre vous et moi, Michel est tellement connu à cause de ses nombreuses interventions dans le domaine linguistique, et en particulier en ce qui concerne la promotion du français, qu'il n'a pas véritablement besoin de présentation. Mais je vais quand même vous lire un résumé à cet effet-là et le remercier aussi en passant, parce que vous savez, durant ma carrière universitaire, j'ai eu l'occasion de me spécialiser, entre guillemets, entre autres choses, dans le domaine des droits linguistiques. Et c'est à Michel Bastarache, à sa confiance, que je dois cette partie de carrière-là, immergée dans le domaine linguistique. À l'époque, nous étions à l'école de droit de l'Université de Moncton. Ceci étant, alors, je lis, Michel Bastarache, pendant plus d'une décennie, a été juge à la Cour suprême du Canada où il a participé à 680 causes et rendu 143 décisions sur un vaste éventail d'affaires portant sur le droit commercial, le droit du travail, de l'emploi, le droit public, le droit administratif et l'application de la Charte canadienne des droits et des libertés, et en particulier les dispositions de nature linguistique. Je peux vous assurer qu'à ce niveau-là, le juge Bastarache a véritablement fait sa marque. Maître Bastarache a siégé comme membre de la Cour constitutionnelle intérimaire du Kenya en 2010 et comme commissaire pour la commission d'enquête sur la nomination des juges au Québec en 2013. Membre du comité constitutionnel sur la détermination du salaire et des bénéfices des juges militaires du ministère de la Défense nationale 2012 et à nouveau en 2017. Il a été l'adjudicateur indépendant pour la conclusion relative à l'indemnisation des victimes d'abus sexuels pour les diocèses de Bathurst et de Moncton, de 2012 à 2015 au Nouveau-Brunswick. Il est vice-président du tribunal administratif de l'Organisation des États américains à Washington et président depuis 2018 du même organisme. Il est le vérificateur indépendant pour la conciliation relative aux femmes victimes de harcèlement sexuel dans la GRC depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, où il poursuit toujours son travail. Maître Bastarache a été avocat conseil au cabinet national Inun Blakey de 2008 à 2014, où il était à la tête du groupe de pratique se consacrant au droit public et à la plaidoirie en appel. Il était également professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université de Moncton et vice-doyen à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, section de Common Law. Alors, Maître Bastarache a été très actif dans la communauté d'affaires, particulièrement à titre de président et de chef de la direction d'une société d'assurance vie, l'Assomption, de 1989 à 1994. Il a en outre siégé à d'innombrables conseils d'administration et de comités voués à l'éducation juridique et à la pratique du droit. Il a reçu de nombreux doctorats honoris causa ainsi que des décorations et prix prestigieux en reconnaissance de son leadership exceptionnel en pratique privée, en éducation juridique et dans la fonction publique. Juriste de l'année, Association des juristes francophones du Nouveau-Brunswick de 1993, Ordre des francophones d'Amérique du gouvernement du Québec en 1981, médaillé du 125e anniversaire du Canada en 1993, prix Boréal, décerné par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada en 1995, prix Cavana de l'Université d'Ottawa, décerné en 1998, décoré de la médaille de commandeur de l'Ordre de la Pléiade en 1999, Goodman Fellow de l'Université de Toronto en 1999, Fellow à l'American College of Trial Lawyers de 2001 et le prix Jean-Louis Lebel de l'AGFA en 2017. Alors, décoré de la médaille du 125e anniversaire de la Faculté de droit de l'Université de Montréal en 2003, officier de la Légion d'honneur en 2003, membre de la Société honorifique de la Common Law de l'Université d'Ottawa depuis 2003. Le juge Bastarache a également été nommé compagnon de l'Ordre du Canada en 2009. Récipiendaire de la médaille du Jubilé de la Reine
en 2012. Vous comprenez pourquoi je lis attentivement mes notes. Il a été décoré de l'Ordre du mérite de la GEFO. Il a reçu la distinction de conseiller de la Reine pour le Nouveau-Brunswick en 2013 et il est finalement dans la liste des Best Lawyers du Canada 2014. Éditeur, principal auteur de 3 ouvrages, Les droits linguistiques au Canada chez Yvon Blais en 1986, une 2e édition en 2004 et finalement une 3e édition en 2014. Précis du droit des biens chez Yvon Blais toujours en 1993, une 2e édition en 2001. Et finalement, un titre The Law of Bilingual Interpretation, publié chez LexisNexis en 2008. Le droit de la traduction bilingue en 2009. Il est l'auteur d'environ 200 publications dans des ouvrages collectifs et des revues arbitrées. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici et je vais laisser la parole à Maître Bastarache. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici pour parler de ce sujet. Évidemment, si on est réunis aujourd'hui pour célébrer les 50 ans de la loi sur les langues officielles du Canada, c'est qu'il s'agit bien de célébrer, c'est que nous réalisons que l'adoption de cette loi a eu un effet bénéfique important pour l'évolution de la société canadienne. Le gouvernement canadien a d'ailleurs annoncé récemment son intention de moderniser la loi en vue d'améliorer l'accès aux services publics dans la langue de la minorité linguistique provinciale ou territoriale. Et cela est certainement un indice de l'importance actuelle de la loi. Maintenant, pour réussir à moderniser la loi sur les langues officielles, il faut s'entendre sur son objet. Le discours officiel met l'accent sur la promotion des communautés de langues officielles en situation minoritaire, mais les discussions relatives aux modifications à apporter portent presque uniquement sur l'accès aux services et la faible qualité des services dans certaines circonstances. Le Comité des langues officielles de la Chambre des communes, aussi bien que le Comité des langues officielles du Sénat, ont entendu un grand nombre de témoins en vue de formuler des recommandations. La ministre responsable du projet de modification de la loi, Mme Mélanie Joly, a aussi mis en place une série de consultations populaires à travers le Canada. J'ai constaté que la majorité des représentations étaient faites par des représentants des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Il me semble que la population majoritaire ne semble pas considérer qu'il y ait vraiment un problème important à corriger. Elle ne voit peut-être pas clairement le rapport entre la langue et la culture, vu qu'elle accepte que le gouvernement fasse de plus en plus de place à une politique identitaire. La réalité au Canada, c'est l'ascendant du multiculturalisme. Pour les communautés francophones en situation minoritaire, il y a là un problème parce qu'elles considèrent que la survie sur le plan culturel est intimement liée à la possibilité de participer aux affaires publiques dans sa langue. Ceci explique, à mon avis, l'importance accordée par les minorités françaises au symbolisme et à la visibilité du français, parce que cette visibilité sert d'affirmation de son appartenance. Nous savons tous que l'adoption de la loi sur les langues officielles en 1968 découle des recommandations de la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme, établie en 1963, qui avait constaté qu'un gouffre séparait les 2 grandes communautés linguistiques du pays. Le gouvernement du premier ministre Pierre Trudeau avait rejeté la conception territoriale de la dualité canadienne proposée par la Commission et fait adopter la loi sur les langues officielles, dont le statut a été largement affirmé dans la Charte canadienne des droits et libertés en 1982. Le gouvernement fédéral avait alors mis en place divers programmes d'appui aux minorités linguistiques provinciales et territoriales. Parmi ces programmes, il faut mentionner que d'importantes subventions furent et continuent d'être versées aux provinces et territoires pour mettre en place l'enseignement en français
pour les bénéficiaires de la Charte, mais aussi pour les enfants parlant la langue majoritaire par immersion. Il y avait donc à l'origine une volonté claire de promouvoir le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. La mise en œuvre de la loi, et en particulier des droits scolaires prévus à l'article 23 de la Charte, a néanmoins été très laborieuse. Il a fallu que des actions en justice soient intentées dans toutes les 10 provinces et les 3 territoires pour mettre en œuvre l'article 23. Il a aussi fallu que de nombreuses contestations judiciaires soient intentées pour assurer la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles elles-mêmes. Après ces luttes juridiques et politiques, on est passé à l'action dans les provinces et territoires en vue de créer des écoles pour la minorité linguistique et éventuellement pour lui en donner le contrôle. Au Québec, dans le domaine scolaire, la liberté de choix a été mise de côté. Les immigrants sont tenus d'adopter le français. La décision de la Cour suprême dans l'affaire Beaulac a permis, en 1999, d'élargir la notion même de droit linguistique en écartant l'idée que les droits linguistiques doivent être interprétés de façon restrictive parce qu'ils découlent d'un compromis politique. Cette décision est très importante du fait qu'elle établit que le gouvernement responsable d'offrir un service dans la langue minoritaire doit mettre en place une infrastructure institutionnelle qui garantit l'accès à des services de même qualité et non un régime d'accommodement pour les bénéficiaires de droits linguistiques. Si l'on jette un regard sur l'historique des recours judiciaires en matière linguistique, nous pouvons prendre conscience que des progrès remarquables ont été obtenus, bien que ceux-ci soient très récents. 100 ans après la Confédération, il n'y avait aucune législation ni fédérale ni provinciale sur les langues officielles et une application très restrictive des garanties constitutionnelles au plan fédéral et une négation complète de ces droits au Manitoba et dans les territoires fédéraux. 25 ans plus tard, les droits linguistiques se voient reconnus au plan fédéral et dans 5 provinces et territoires. Mais ce sont les tribunaux qui ont défini la portée des droits linguistiques de façon progressive et non les gouvernements. De fait, le sort des minorités linguistiques francophones, provinciales et territoriales ne sera changé de façon importante qu'avec l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, qui a non seulement établi le droit à l'instruction dans la langue de la minorité linguistique dans tout le Canada, mais qui a alimenté les obligations au bilinguisme du gouvernement fédéral et de celui du Nouveau-Brunswick. La Charte canadienne des droits et libertés a donc tout changé dans l'esprit des gens. Les décisions portant sur un document assez vague, laissant une grande marge de manœuvre aux juges, lesquels feront appel aux principes généraux du droit, à des sources nouvelles du droit et aussi à des considérations historiques et culturelles, à des arrangements institutionnels et à des valeurs sociales, ont donné lieu à un nouveau genre de débat. La question qui se pose est celle maintenant de savoir quelles sont les normes et valeurs en cause dans le processus judiciaire lui-même. Il est vrai qu'au Canada, les juges ont toujours exercé un large pouvoir de faire le droit, sans que l'on ne s'en inquiète, en tout cas moins que dans les pays où l'on a traditionnellement limité le rôle des juges de dernier ressort à interpréter la loi. Au fond, il est question ici de légitimité, et nous cherchons toujours à savoir jusqu'où l'interprétation des lois peut aller pour autoriser la création de droits nouveaux, et quels sont les critères qui seront invoqués pour créer ce droit nouveau. Si l'on accepte que la loi constitutionnelle soit un arbre vivant, selon la fameuse formule de Lord Sankey, une série de normes qui doivent être constamment ajustées en fonction de l'évolution des valeurs morales et sociales, il est néanmoins certain
que les tribunaux ne doivent pas réécrire la Constitution et qu'ils doivent, en matière de droit statutaire, respecter la volonté du Parlement ou de la législature. Il est certain que la valeur symbolique de la Charte, l'importance incontestable des principes fondamentaux du droit et la culture des droits qui accourent aujourd'hui ont imprégné l'exercice d'interprétation statutaire. Même si les tribunaux sont au cœur du régime linguistique, je crois que le rôle du législateur demeure extrêmement important. Il y a aujourd'hui encore bien des décisions à prendre en raison de la reconnaissance de droits nouveaux au plan individuel et collectif et de la possibilité élargie de contester les actes de l'administration publique. De là l'impression, dans le grand public, que les tribunaux sont saisis de toutes les questions importantes au plan social. Le gouvernement du Canada a pourtant reconnu qu'il fallait renforcer la loi sur les langues officielles en 1988, alors qu'il a ajouté, entre autres, des dispositions concernant le devoir d'assurer la protection et le développement des communautés minoritaires de langues officielles. Pour certains, la situation du Canada est pourtant paradoxale, en ce sens que le comportement juridique du gouvernement n'est souvent pas compatible avec son discours politique, du moins jusqu'à une période très récente. C'est qu'il y a toujours un écart entre l'égalité formelle et l'égalité réelle. Les récentes causes linguistiques au territoire du Nord-Ouest et au Yukon illustrent très bien l'approche formelle de certains gouvernements, dont le gouvernement du Canada, face à la volonté des communautés minoritaires d'obtenir l'égalité réelle. Il y a aussi des exemples relatifs à l'application des lois fédérales. On est dès lors en droit de se demander cette question, puisque les droits linguistiques existent depuis 50 ans, comment se fait-il que nous continuions d'avoir recours aux tribunaux pour en assurer la mise en œuvre, même au plan fédéral? Dans les documents préparés en vue des consultations publiques, la ministre Joly a fait une grande place aux discussions concernant la façon dont la loi sur les langues officielles pourrait être modifiée de façon à mieux appuyer le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire. La discussion engendrée va mettre l'accent sur la sécurité culturelle et l'intégration sociale des minorités linguistiques. Il est certain que le non-usage suffisant du français et les tendances démographiques posent un problème qui n'est pas facilement résolu par des changements législatifs. Il est néanmoins important d'affirmer sur le plan législatif les valeurs qui sous-tendent l'objet de la Confédération, la reconnaissance de la dignité des personnes désireuses de maintenir leur culture et leur langue et de participer pleinement à la vie de la société sans devoir s'assimiler. Les gouvernements devront aussi faire place à plus de créativité dans la planification de leurs actions en faveur du bilinguisme. Le problème qui subsiste, c'est que chez certains gouvernements et même certains tribunaux, il y a soit une idée que l'assimilation est inévitable à moyen ou à long terme, soit une crainte persistante que la revendication pour des services va se transformer en revendication pour une certaine autonomie, laquelle trouve forme maintenant dans le droit des écoles, à des médias, à des hôpitaux. Chez certains gouvernements, on pense que cette autonomie pourrait signifier le droit à la décentralisation des services publics ou du moins à leur réorganisation. En somme, il y a plusieurs raisons politiques pour expliquer la résistance des gouvernements. Mais je l'ai mentionné, il y a des progrès. Le gouvernement fédéral accepte maintenant le devoir de procéder à une offre active de services. Tous les ministères et toutes les agences sont responsables de la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles, le tout étant soumis à la surveillance du Conseil du Trésor,
qui réglemente les activités et veille au respect des droits des employés fédéraux. Le ministère du Patrimoine coordonne les activités de promotion des langues officielles, des relations avec les provinces dans ce domaine et de la participation du Canada à la francophonie internationale. Le gouvernement fédéral a aussi créé un programme d'appui aux droits linguistiques pour financer les actions en justice dans ce domaine. Comme je viens de le mentionner, il faut avoir une idée claire de l'objet de la loi. On affirme souvent que le Canada est un pays bilingue, alors que l'on sait très bien que ce n'est pas le cas, à moins de réduire ce constat à l'accès à certains services publics. Mais même l'accès aux services publics ne saurait justifier l'affirmation, parce que ceux-ci ne sont bilingues qu'au plan fédéral, en certaines circonstances, et dans certaines provinces, en partie, notamment au Québec, en Ontario, au Manitoba, et en principe de façon complète au Nouveau-Brunswick. Selon moi, il est impossible de faire du Canada un pays bilingue au sens réel sans qu'une large proportion de la population soit bilingue. Depuis l'adoption de la loi sur les langues officielles il y a 50 ans, la proportion des personnes bilingues n'a pas augmenté de façon considérable, malgré la création de programmes scolaires d'immersion en enseignement. Même au Nouveau-Brunswick, le taux de bilinguisme chez les anglophones ne dépasse pas 17%. Cependant, de nombreux fonctionnaires ont appris la langue seconde et facilité le travail en français dans la fonction publique fédérale. Une bonne majorité de la population est toujours favorable au bilinguisme et la majorité des parents canadiens désirent que leurs enfants apprennent une deuxième langue, notamment le français. Mais que veut-on accomplir avec la loi elle-même? Voilà la vraie question. Sur le plan fédéral, on a déjà affirmé vouloir offrir les services publics dans les deux langues partout où la demande est suffisante et dans certains services clés. On a aussi dit vouloir offrir des services adéquats aux voyageurs. Est-ce qu'on peut améliorer l'accès aux services? Oui, mais est-ce vraiment en modifiant la loi, sa réglementation ou tout simplement sa mise en œuvre? Dans ce domaine, on a constaté des problèmes importants. À titre d'exemple, je mentionnerai que la Société franco-manitobaine a intenté une action en justice pour contester la méthode de calcul de la demande importante au terme de l'article 20 de la loi. À date, le gouvernement considère que la demande importante doit être interprétée comme voulant dire la demande faite par des personnes dont la langue maternelle est le français à l'extérieur du Québec ou la langue qui est le plus souvent parlée à la maison. Cette interprétation est restrictive parce qu'elle exclut bien des gens qui parlent le français, par exemple, un immigrant qui parle le français et l'arabe, les diplômés des écoles d'immersion, certains enfants issus de mariages mixtes. Il y a aussi une batterie de critères mathématiques dans les règlements fédéraux pour justifier l'offre de services. Dans le cas du public voyageur, les règles sont tellement complexes que la grande majorité des Canadiens, sinon tous les Canadiens, les ignorent. Il me semble que ce soit là le genre de problème que le gouvernement voulait résoudre en adoptant la partie 7 de la loi, cette partie qui engage celui-ci à promouvoir le développement des minorités de langues officielles. Il est bon de noter que le Conseil du Trésor vient tout juste de proposer des changements à la réglementation. Ceci est positif, mais insuffisant selon le commissaire aux langues officielles. Celui-ci a d'ailleurs demandé des modifications, disant que le maintien de pourcentage de la population pour obtenir des services est arbitraire et injuste et qu'il faut plutôt des critères qualitatifs, comme par exemple l'existence de services communautaires et scolaires. Il faut aussi que le gouvernement tienne compte du fait que l'immigration fait chuter la proportion des francophones
et qu'il y a moyen d'améliorer certains services en utilisant les nouvelles technologies. Le gouvernement doit enfin augmenter la visibilité du français à l'extérieur du Québec et dans les institutions fédérales. Il devrait négocier avec les provinces pour améliorer l'accès à des services en français à l'extérieur du milieu scolaire. Il doit aussi favoriser les échanges pour encourager l'interculturalisme et la bonne entente. Il faut aussi donner aux conseils scolaires minoritaires la possibilité de créer des services parascolaires et préscolaires pour faciliter l'inscription des élèves en première année. Cela est un service provincial, mais c'est un service que le fédéral pourrait accepter de subventionner. Revenons aux services fédéraux, il faut, il me semble, une meilleure coordination des règles relatives à la langue de travail et à l'offre de services de qualité égale. Il ne faut pas se cacher le fait que si l'on persiste à nommer des unilingues dans les postes bilingues, avec l'obligation pour eux d'apprendre le français, on garantit un service d'inégale qualité aux francophones. Il faut tenir compte du fait que les fonctionnaires sont souvent mutés, si bien que celui qui réclame le service n'aura probablement jamais accès à une personne qui aura complété son cours et sera capable de lui offrir un service de qualité égale. La solution est évidente, nommer des gens bilingues dans les postes bilingues. Il y a peut-être lieu aussi de mieux définir le rôle et les responsabilités du Conseil du Trésor et surtout son imputabilité. Celui-ci doit faire préparer des plans de bilinguisme par les ministères et agences, mais il devrait aussi en faire une analyse critique et faire un rapport au Parlement. Il y a des principes et des règles d'interprétation aussi que l'on pourrait inclure dans le préambule de la loi sur les langues officielles elle-même. Je suis particulièrement intéressé à la question de l'égalité dans la qualité des services. Cela ne fait pas de sens qu'il faille si souvent passer à l'anglais pour se faire comprendre ou simplement pour accélérer un processus. Il est assez singulier qu'un juge de la Cour fédérale ait très récemment, il y a 2 mois, rendu une décision concernant l'interprétation de la partie 7 de la loi en faisant valoir que l'imprécision des mots mesure positive et épanouissement l'avait amené à adopter une interprétation restrictive. L'imprécision existe ailleurs, par exemple en ce qui concerne la possibilité pour le commissaire aux langues officielles de faire un examen des services de Radio-Canada. Alors, le CRTC s'était opposé à ça. L'action a été intentée, c'est allé en cours, mais le juge n'a jamais tranché la question. On a beaucoup parlé, d'ailleurs, de la possibilité pour le commissaire aux langues officielles d'imposer des sanctions pécuniaires ou encore d'émettre des ordonnances mandatoires. Certains ont suggéré de créer un tribunal administratif, comme on l'a fait pour les droits de la personne. On peut se demander, cependant, si d'imposer des amendes au gouvernement va vraiment l'inciter à modifier le comportement de son administration. Dans le fond, si le vrai problème, c'est celui de la mise en œuvre de la loi, ce sont le Conseil du Trésor et le Conseil privé qui peuvent agir de façon plus convaincante pour faire face aux problèmes. Le premier devrait traiter de façon plus sévère les plans de bilinguisme pour s'assurer d'une panoplie de mesures pour faire de la loi un outil efficace et voir à ce que l'on donne aux commissaires aux langues officielles la possibilité d'émettre des sanctions exécutoires plutôt que de faire des recommandations. Le deuxième devrait voir à ce que les nominations fédérales tiennent compte de l'engagement envers le bilinguisme dans l'ensemble de la fonction publique. Il est clair que le public de langue française est de plus en plus insistant pour obtenir une garantie que la loi sera respectée. Si l'on continue d'ignorer les attentes du public, on se retrouvera rapidement face à une contestation générale de la gouvernance du système. Je crois que beaucoup de gens doutent déjà de l'efficacité des plaintes.
Dans leur présentation devant le comité des langues officielles de la Chambre des communes et du Sénat, plusieurs intervenants ont fait valoir que l'on devrait ajouter à la liste des obligations du gouvernement. On a mentionné que le droit au procès dans sa langue est très limité en dehors de celui qui a trait aux cours fédérales. On a mentionné qu'il est illusoire de donner le droit au juge de décider lui-même de sa capacité d'entendre une affaire dans sa langue seconde. Dans le cas des affaires criminelles, on a mentionné le besoin de préciser les droits linguistiques eu égard au droit d'obtenir un appel dans la langue du procès. Pour ce qui est des procédures avant le procès, on n'a jamais non plus réglé la question du choix de la langue, sauf au Nouveau-Brunswick et en Ontario. C'est encore un domaine où le gouvernement fédéral peut agir parce qu'il s'agit du droit criminel. Tout ce que j'ai mentionné à date montre que la question des langues officielles est particulièrement importante pour les minorités de langue française, dont la survie sur le plan culturel n'est pas assurée. Le gouvernement fédéral fait souvent valoir que le bilinguisme est très important au plan national, qu'il s'agit là d'une caractéristique fondamentale du Canada. Mais ce discours n'est pas convaincant. Lorsque le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu'il abolissait le poste de commissaire au service en français et qu'il renversait la décision du gouvernement antérieur de créer une université de langue française à Toronto, la communauté francophone de l'Ontario s'est mobilisée pour faire renverser cette décision. Quelques ministres du gouvernement fédéral ont réagi, aussi bien que certains représentants politiques du Québec. C'était inédit depuis la crise importante qui portait sur la décision de fermer l'hôpital Montfort il y a 10 ans. Plusieurs articles ont été publiés dans la presse nationale. Un bon nombre de lettres à l'opinion du lecteur sont parues dans les journaux anglophones. À Ottawa, les lecteurs anglophones se sont demandé pourquoi les francophones étaient si fortement indignés alors qu'ils n'avaient vraiment rien perdu. L'Ombudsman offrirait les services de l'ancien commissaire et l'université francophone, c'était une idée, ça n'avait jamais vraiment vu le jour. Tous les services universitaires, d'ailleurs, sont déjà offerts à l'Université d'Ottawa ou à l'Université Laurentienne. Les éditorialistes anglophones étaient un peu plus généreux envers la minorité linguistique, mais ils avaient quand même une vision bien différente des francophones quant au bilinguisme au Canada. Les francophones se sentent trahis, vu l'engagement du gouvernement ou des gouvernements de promouvoir le développement de la minorité francophone. La théorie des deux nations n'a jamais été vraiment perdue pour eux. Mais les anglophones semblent dire que ce n'était tout simplement pas correct de diminuer des services déjà accordés. Mais il n'était pas question pour eux de dire que le gouvernement ne respecte pas l'idée même d'un Canada bilingue. Ils n'ont jamais mentionné l'obligation ou la possibilité de renforcer la loi sur les langues officielles. Je crois que les anglophones ne pensent pas qu'il y a un problème au plan de la législation linguistique et que le gouvernement devrait tout simplement prendre des mesures pour s'assurer que les priorités nationales en matière de langue soient reconnues ou mieux définies. Je ne pense donc pas que la majorité des citoyens au Canada ait une connaissance suffisante de la loi sur les langues officielles et de sa réglementation. Je ne crois pas que les anglophones aient une bonne idée de la mise en œuvre de la loi. Il n'en va pas évidemment de même pour les représentants des minorités linguistiques francophones qui dénoncent les faiblesses de la loi et l'incurie fréquente quant à sa mise en œuvre. Les deux groupes linguistiques sont bien au fait que le pourcentage de la population francophone diminue, que l'immigration est en train de changer le pays et accentuer la valeur du multiculturalisme, lequel reste, à mon humble avis, très difficile à définir. En somme,
Je crois que la question des langues officielles est vraiment vue comme le problème des minorités de langues officielles et pas un problème de la nation en général. Le problème est d'autant plus difficile à analyser que nous vivons dans une fédération qui est très décentralisée, laquelle confie aux gouvernements provinciaux et territoriaux la responsabilité de la très grande majorité des services publics. Si les gouvernements provinciaux et les institutions du secteur privé offrent très peu de services en français, le Canada ne sera un pays bilingue que sur le plan formel. Est-ce que le Canada a la volonté politique de changer cela? Quelles seront les 50 prochaines années de la loi sur les langues officielles? Sera-t-elle modifiée de façon à jouer un rôle encore plus important dans la société canadienne? Ces questions restent sans réponse. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je m'appelle Robert Talbot, je suis gestionnaire de la recherche au Commissariat langues officielles du Canada. Au début de votre présentation, puis encore à la fin, vous avez parlé vous avez fait référence au multiculturalisme et que ça prédomine un peu dans le discours public. Est-ce que, moi, j'ai pu voir que ces deux choses, la dualité linguistique et le multiculturalisme, sont complémentaires. Puis, je pense qu'on peut le voir un peu dans le temps. On a adopté des mesures en faveur des deux un peu en même temps. Est-ce que... Mais ça m'a donné un peu l'impression que la place du multiculturalisme a enlevé un peu de la place de la dualité linguistique dans le discours public. Est-ce que vous pourriez juste parler un peu plus de ça, votre vision de c'est quoi le multiculturalisme et qu'est-ce que ça va dire pour la dualité linguistique? C'est justement ça le problème pour moi. Je ne sais pas ce que c'est que le multiculturalisme. Au tout début, dans les premières années d'adoption de la loi sur les langues officielles, on avait un article dans la Charte qui parlait du multiculturalisme. Si vous regardez les publications, vous allez voir qu'il n'y a à peu près rien sur le multiculturalisme. Mais le gouvernement a adopté une série de programmes et de mesures dans le domaine du multiculturalisme, mais je crois je ne sais pas s'il y a une personne dans la salle qui peut mentionner ce que c'était. C'était vraiment très voilé. Au début, on disait, on va encourager les associations représentant des communautés culturelles à développer des journaux, des postes de radio communautaires, des choses comme celle-là. Puis, il y avait des festivals qui étaient subventionnés. Mais ça ne ressemblait pas à autre chose que d'encourager finalement le maintien de certains liens avec les cultures originales. Mais avec l'immigration très importante qui s'est faite, le discours politique a changé. Puis le discours politique, c'est qu'au Canada, on n'a pas de culture canadienne. On est tous imprégnés d'une certaine culture qui tient plutôt à nos origines ethniques. Et le gouvernement encourage ça. Puis le premier ministre en particulier, lui, il favorise une espèce de politique identitaire. Moi, je m'identifie à tel groupe, je m'identifie à ci, je m'identifie à ça, puis c'est ça mon identité culturelle. Puis moi, je suis totalement en désaccord avec ça. Je crois que d'avoir 30 millions de personnes qui se définissent leur propre culture, ça veut dire qu'il n'y a pas de culture canadienne, qu'il n'y a rien de commun. Puis on nous dit, tout ce qu'on a de commun, ce sont les valeurs de la Charte. Nos valeurs de la Charte sont les mêmes que celles de tous les autres pays développés. Il ne faut pas s'imaginer qu'on a inventé grand-chose. D'ailleurs, il y a 5 articles de la Charte qui ont été empruntés à la Charte du gouvernement allemand. Alors, ça pose un problème pour les minorités linguistiques parce que les minorités linguistiques, ils veulent affirmer leur appartenance au Canada tels qu'ils sont, avec leur langue. Alors, ils veulent pouvoir participer aux affaires publiques en parlant leur langue.
Ça veut dire l'accès à des services, mais ça veut dire aussi, d'une certaine façon, la possibilité de travailler dans sa langue, surtout dans le gouvernement fédéral qui, lui, s'identifie comme un gouvernement bilingue. Alors, moi, je trouve que le désarroi, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, puis qu'on a certainement mis de côté toute l'idée de deux peuples fondateurs. Alors, il y en a peut-être, vous direz, qui vivent dans le passé, puis je crois qu'il y en a qui vivent dans le futur indéfini. Dans votre conclusion, vous avez dit si les gouvernements provinciaux et les organismes privés ne contribuent pas à la promotion du français, le bilinguisme canadien reste un bilinguisme fort. C'est bien ça? Ah ben, Donc, est-ce que tout ça, ça peut se faire sans changement constitutionnel ou est-ce que ça demanderait changer la Constitution pour pouvoir promouvoir cette idée? non, ça n'a pas besoin de changer la Constitution parce que, dans le fond, le gouvernement fédéral, dans des domaines comme ceux-là, il se sert simplement de son pouvoir de dépenser, puis il fait des ententes avec les provinces. Les provinces s'engagent à offrir certains services et le gouvernement fédéral s'engage à en payer une proportion. Puis c'est comme ça qu'on a obtenu pratiquement toutes les écoles minoritaires depuis l'adoption de la Charte. Le gouvernement fédéral paye un pourcentage de l'établissement de l'école, la construction de l'école, puis un pourcentage des frais de fonctionnement chaque année. Puis, il y a un programme parallèle pour les écoles d'immersion. Moi, ce qui me surprend, c'est l'impact beaucoup moindre que ce à quoi je m'attendais des écoles d'immersion. J'aurais cru qu'avec le nombre d'enfants qui sont dans les écoles d'immersion, puis le fait qu'il y a une espèce de volonté d'amener ces enfants à parler une deuxième langue, que ça aurait eu un plus gros impact que ça. Mais je ne sais pas, vous connaissez le domaine mieux que moi, là. Mais justement, il y a du bilinguisme et le plafond ou du bilinguisme chez les anglophones, c'est le niveau le plus élevé de bilinguisme est à la fin de la période scolaire. Et dès qu'ils sont sur le marché du travail, ça commence à diminuer. À redescendre. Donc, parce qu'ils ne semblent pas l'utiliser dans leur environnement social et professionnel. Merci, M. Bastarache. Oui, Martin Normand, je suis stagiaire postdoctoral à l'Université d'Ottawa. Il y a plusieurs intervenants qui estiment qu'avec une interprétation large de la partie 7, on pourrait y inclure une obligation de consultation. Dans mes travaux sur l'offre active, j'en arrive aussi à suggérer qu'un nouveau règlement d'application de l'offre active pourrait inclure aussi cette dimension d'une obligation de consultation. Ça semble être admis qu'il y a cette obligation-là si on lit la jurisprudence, mais est-ce qu'il y aurait une valeur ajoutée? Est-ce que ça se retrouve dans la loi, dans une nouvelle loi sur les langues officielles, et qu'on qualifie ce que c'est qu'une obligation de consultation et ce qu'on doit faire suite aux consultations? Oui, bien, comme vous savez, c'est dans la décision du Rocher que la Cour suprême a affirmé qu'il y avait une obligation. Mais c'est une obligation qui est définie très différemment de celle, par exemple, qui existe pour les peuples autochtones. Ce qu'on dit essentiellement, c'est que si le gouvernement offre un service, décide d'un service nouveau, puis qu'il fait une consultation, s'il consulte uniquement la majorité linguistique, puis qu'ensuite il fait un programme, puis il traduit en français, que ce n'est pas adéquat parce qu'il ne vise pas les besoins particuliers de la communauté francophone, dont on peut présumer que dans un très grand nombre de cas sont différents de ceux de la majorité. Alors, dans le cas en l'espèce, il avait développé des programmes d'appui pour la création d'emplois dans la petite et moyenne entreprise. Puis il avait consulté pas de francophones. Alors, ils avaient fait un programme, puis ensuite, ils avaient juste traduit les documents. Alors, ce que la Cour a dit, c'est non, vous avez consulté les anglophones, maintenant, il faut que vous consultiez les francophones et faire un programme qui a le même objectif, mais qui n'est pas identique parce qu'il ne s'adresse pas aux mêmes besoins. Alors, c'est ça le genre de consultation qui a été proposé là. Mais les intervenants devant les comités, en particulier la Fédération des communautés francophones, eux autres, ce qu'ils voudraient, c'est inscrire dans la loi un genre d'obligation qui existe, qui est un petit peu parallèle à celle qui existe pour les peuples autochtones. C'est que dans tous les programmes du gouvernement,
il devrait y avoir une analyse d'impact. Et puis, s'il y a un impact sur la communauté francophone, ben, il faut la consulter, puis ajuster les dispositions des programmes fédéraux pour les accommoder. Alors, c'est certain que si c'est ça qu'on vise, là, il faut un changement législatif. Le changement législatif aussi est vu par eux autres comme nécessaire parce qu'ils voudraient que ça se fasse dans tous les ministères, tout le temps. Patrick Donovan, réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise à l'Université Concordia. Vous avez parlé beaucoup de la loi et son impact sur les communautés minoritaires au sens large et aussi sur les communautés francophones plus particulièrement. J'aimerais vous entendre peut-être un peu plus sur la communauté anglo-québécoise. Bien, j'en ai pas parlé parce que d'abord, je la connais beaucoup moins. J'ai travaillé, comme vous savez, au secrétariat d'État il y a très longtemps, en 1985. Puis à ce moment-là, j'avais des relations assez soutenues avec les groupes anglo-québécois. Puis ils avaient identifié pas mal leurs revendications vis-à-vis des services fédéraux. Mais depuis ce temps-là, je ne les ai pas vus souvent, sauf pour rencontrer des gens que je connais quand on fait des représentations devant les comités du Sénat et de la Chambre des communes. Puis les dernières fois où je les ai rencontrés, ils m'ont dit qu'ils étaient très peu préoccupés par la loi fédérale, sauf pour ce qui est du droit de travailler dans sa langue, que les dispositions-là sont pas satisfaisantes, puis que toute leur attention vise Québec et la loi 101 et je crois beaucoup des dispositions sur le domaine du travail et de l'emploi. Vous savez, une des choses, je vous ai dit que devant les deux, moi j'ai comparu devant les deux comités, en fait 2 fois devant un, puis une fois dans l'autre. Puis j'ai remarqué que les membres du comité sont comme à 50% des francophones au Québec. Puis moi, je trouve que c'est un indice, justement, du fait qu'ils voient ça comme un problème des minorités, puis que la majorité, ça les intéresse très peu. Ils attendent tout simplement un rapport avec des recommandations. Mais moi, ça m'inquiète parce que ces gens-là n'auront pas participé aux présentations, ils n'auront pas participé au débat, puis ils vont juste avoir comme une recommandation, puis se faire une idée eux-mêmes de l'importance de la chose. Mais oui, le gouvernement actuel s'est engagé à modifier la loi. Maintenant, son problème, c'est qu'il ne va pas pouvoir le faire avant la prochaine élection. Puis on ne sait pas s'ils seront là après la prochaine élection ou si les mêmes porteurs du projet seront là. Alors, c'est assez incertain comme exercice aujourd'hui. C'est quand même un exercice important si les gens participent vraiment, puis qu'ils arrivent à mieux définir comment la loi peut être améliorée. Puis moi, je crois qu'on a trop insisté dans les présentations sur des modifications techniques, mais qu'on ne se demande pas assez qu'est-ce qui est l'impact que l'on veut que la loi ait, puis comment on fait pour s'assurer qu'il y ait un impact beaucoup plus important. Et il y a très, très peu de discussions sur ce plan-là. Et je crois que les modifications techniques sont utiles, mais qui n'auront pas gros impact. Moi, je ne crois pas que la loi actuelle est tellement déficiente qu'on peut en faire une nouvelle et que ça va être bien différent. Je crois que c'est vraiment la mise en œuvre qui est le problème, le manque d'engagement du gouvernement. Je veux dire, si tu passes ton temps à nommer des gens qui font des cours de langue, tu ne peux pas penser que tu vas avoir une offre active utile. Je veux dire, on a juste à lever, juste à prendre l'avion. Moi, je prends l'avion 2-3 fois par mois, puis 50% du temps, je ne comprends pas les annonces en français. Ça fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Bonjour et merci beaucoup, M. Bassarage. Je suis un ancien fonctionnaire, responsable de langues officielles, donc j'ai un point de vue qui est évidemment coloré par mon passé, mais je peux dire aujourd'hui ouvertement que je suis
assez d'accord avec votre diagnostic sur les insuffisances d'une bonne mise en œuvre de la loi. Mais je suis interpellé par votre commentaire sur le besoin de se poser la question du pourquoi d'origine de la loi, du fondement et du défaut de compréhension de la part d'une bonne proportion des Canadiens ou du défaut d'intérêt, y compris et surtout chez les Québécois francophones, chez les anglophones du reste du pays. L'enjeu préoccupe les minorités, c'est entendu, et pour de bonnes raisons. Je suis aussi tout à fait d'accord avec vous que les changements techniques qui peuvent être apportés peuvent faire une différence, mais elle sera marginale. Est-ce que pour convaincre ce qui me semble être un des grands chantiers des potentiels des prochaines années, pour convaincre les provinces anglophones, appelons-les comme ça, et les territoires, d'augmenter leur générosité par rapport aux minorités francophones, il n'y aurait pas lieu de faire valoir de façon plus forte dans le discours et peut-être même dans le préambule de la loi l'idée que vous avez mentionnée du besoin de graviter vers une plus grande égalité des deux langues fondatrices, bon, appelons-les comme on veut, là, du pays, en ramenant le discours autour de quelque chose qui me semble avoir été oublié, mais qui était présent peut-être davantage en 69, l'idée que si on compare le traitement des anglophones du Québec à celui des francophones ailleurs, il y a encore une grande différence. Et de façon anecdotique, je me suis essayé parfois à utiliser l'argument suivant en disant, et là il ne s'agit plus de communauté, lorsque le gardien de but des Canadiens qui vient de la Colombie-Britannique, du club de hockey canadien, va s'installer pour garder les buts et défendre l'honneur du peuple canadien dans les buts des Habs, il s'installe à Montréal et il a accès à tout ce qu'il veut en anglais. Qu'il fasse partie de la communauté anglophone de cœur ou d'esprit, peu importe, il est à Montréal, il a accès à tout en anglais. Le joueur de hockey qui va s'installer à Winnipeg ou à Edmonton à partir du Québec, s'il a une chance, il va inscrire ses enfants à l'école en français, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, j'exagère un peu, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire valoir cet argument d'égalité, pas seulement pour les membres des communautés, mais pour l'ensemble des Canadiens d'où qu'ils viennent? Je voudrais vous dire d'abord, vu que vous êtes fonctionnaire ou ancien fonctionnaire et tout ça, que moi, toutes les fois que j'ai parlé aux gens, je fais des conférences comme ça à des groupes anglophones, puis que je parle des langues, ils voient les gens comme vous, même dans le gouvernement, comme les représentants des minorités, pas de la majorité, même pour le Québec. Alors, vous êtes vus comme finalement les défenseurs, non seulement d'une communauté, mais d'une vision du bilinguisme et de la politique d'appui, si on veut, aux minorités de langues officielles. Je ne sais pas si ça diminue l'efficacité de la partie promotion du mandat que vous avez. Je me suis souvent posé la question. Mais je crois qu'il y a toujours un problème parce que la minorité, elle revendique tout simplement l'accès à des services d'égale qualité puis plus de visibilité. Puis la majorité, je crois que ce qui a changé chez la majorité, c'est qu'il n'y a plus la résistance qu'il y avait. Même en 88, il y avait déjà pas mal plus de résistance chez les anglophones. Pourquoi on fait ça? Ils ne sont pas nombreux. Puis chez les anglophones, ça a toujours été une question de nombre. Si vous lisez la décision de la Cour supérieure de Colombie-Britannique qui est sortie il y a quelques mois sur le financement des écoles de langue française, la juge affirme elle-même par écrit que toute la population francophone va être assimilée de toute manière. Alors pourquoi on se forcerait à créer des services qui ne vont pas durer? Puis là, elle dit, je suis bien obligé de le faire parce que c'est dans la charte. Ça fait, je vais le faire, mais interprétation restrictive, minimaliste comme objectif. Si un juge pense qu'il est encore capable d'affirmer ça dans un jugement public,
ça doit être qu'il y a un problème sérieux. Dans la mesure où on vise, nous autres, l'égalité, puis qu'on dit, non, la Colombie-Britannique, ça fait partie du Canada. Le Canada, c'est un pays bilingue, c'est un pays qui reconnaît qu'il y a seulement 2 langues officielles, puis qu'elles doivent exister partout au Canada et être utilisées partout au Canada, puis qu'on doit trouver les moyens d'augmenter l'usage du français. Puis je crois que c'est ça notre problème. On n'a jamais été capable de montrer aux anglophones qu'on pouvait avoir un plus grand usage du français, parce que pour eux autres, l'usage, il faut que ça ait une utilité pratique, ça m'a l'air. Tu sais, je veux que mes enfants apprennent le français parce qu'ils vont avoir plus de chances dans l'emploi. Pas pour une raison culturelle, sociale, idéologique. Ben, c'est vraiment difficile de développer une politique à partir de croyances comme celle-là. Parce qu'ils vont finir par dire en Colombie-Britannique que je devrais enseigner le chinois à mes enfants, parce qu'ils sont plus nombreux que les francophones, puis évidemment, avec le taux d'immigration qu'on a, ça va dans ce sens-là de plus en plus. Ça fait, je ne sais pas, mais moi, ce que je dis ici, tout simplement, c'est pas moi le premier ministre du Canada, mais il me semble qu'on n'a pas vraiment une vision claire de ce qu'on veut accomplir avec la loi sur les langues officielles. Puis, on part avec une réforme parce que les minorités le demandent, puis que les anglophones ne s'y opposent pas. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour réussir son coup? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut avoir un objectif véritable, puis qu'il faut définir l'objet de la loi mieux que ça, ou son objet en modifiant la loi. Puis, moi, je ne connais pas de parti politique au Canada qui m'ait convaincu qu'ils en ont une vision. Merci beaucoup. Écoutez, vous me permettrez d'user de mes prérogatives de président pour obtenir une dernière réaction de notre conférencier. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, il y a peut-être une dizaine de jours dans la presse, on faisait état des conclusions d'une étude requise par 3 instituts. Je ne sais pas si c'est dans le cadre des travaux de l'ACFAS ici, mais quoi qu'il en soit, on avait sondé les gens sur leur perception à propos du bilinguisme. Et il en était ressorti d'abord que l'idée même d'apprentissage d'une langue seconde, c'était une idée qui, auprès de la jeunesse, se déclinait très fortement. Et que par ailleurs, même si le bilinguisme officiel reste une composante importante de l'identité canadienne, on s'est aperçu, en ce qui concerne les répondants anglophones, que 67% seulement d'entre eux pensaient que ce devait être le français comme langue seconde qui devait donc être promu, alors que 33% visaient plutôt des langues autres, des langues asiatiques et l'espagnol. Alors ça, c'est nouveau apparemment là, dans le paysage canadien. Comment vous réagissez face à ce qui apparaît être une tendance là? Moi, je ne crois pas du tout à ces sondages-là, pour la bonne raison que toutes les fois que je me suis questionné sur les résultats, je suis allé voir les questions. Puis les questions sont tellement générales, puis les thèmes tellement mal définis que les gens répondent n'importe quoi. Je pense que plusieurs personnes répondent à une question différente à cause de leur propre interprétation. Je ne crois pas que 30% des gens au Canada pensent qu'on devrait enseigner le chinois comme langue seconde. Ils ont peut-être obtenu ça, je ne sais pas, moi, dans la ville de Vancouver, mais il y a eu une diminution, pas très grande, mais une certaine diminution dans le nombre de parents qui veulent que leurs enfants apprennent une deuxième langue, puis une diminution dans la proportion de ces parents-là de définir le français comme la deuxième langue. Mais c'était encore très majoritaire, les gens qui étaient favorables au bilinguisme, favorables à ce que les enfants apprennent une deuxième langue. Mais moi, je crois encore, je l'ai mentionné juste tantôt, que notre
gros problème, le problème du gouvernement, s'il y croit vraiment, c'est vraiment que c'est toujours en fonction des proportions de la population puis de l'utilité de la langue. On dirait qu'on n'est pas capable de dépasser ça chez les gens de la majorité au Canada. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi dans le sondage que les immigrants asiatiques sont beaucoup plus enclins à apprendre le français que les anglophones. Comment ça se fait, ça? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils pensent qu'il va y avoir une utilité immédiate en étant bilingue, ou bien tout simplement pour une raison culturelle ou une raison d'intégration? Parce que moi, j'ai des voisins là, qui sont tous des immigrants, puis ils parlent tous le français. Mais ils m'ont dit que c'était pas parce qu'ils voulaient travailler en français ou que ce serait plus facile d'avoir du travail, mais que c'était une question d'intégration. Je vais être mieux accepté comme citoyen canadien si je parle et le français et l'anglais. Puis, ils ont fait l'effort, puis ils l'ont fait. Alors, ça, c'est intéressant. Mais je ne sais pas combien il y en a, ces gens-là, puis si c'est de ça qu'il faudrait les convaincre.